ligne, donc 1h30. Je vous souhaite la bienvenue. Ça fait bizarre, on parle à un écran, mais bon, c'est ça aujourd'hui, hein? Alors, avec nous aujourd'hui, on a Didier Dubois et Émilie Pelletier de HRM Group. Donc, il y a des gens qui vous connaissent parmi nos membres et tout Dans la ça. présentation, je mets ma photo avant le COVID pour que les gens voient. Mais, quelques un surplus de poids, surplus de plus poids, de les cheveux. cheveux plus longs, c'est ça. Ça, je l'ai pas fait là. Les conséquences du confinement. Donc, aujourd'hui, pour nous présenter un webinaire, bâtir un processus d'accueil et d'intégration à distance. Alors, côté logistique, vous pouvez poser des questions comme vous voulez là, au niveau du chat ou du Q&A en bas. Donc, Émilie et Didier vont prendre les questions tout au long et se réajuster s'il faut. Et puis, je vais rester disponible. Je vais fermer ma caméra, mais vous écoutez en sourdine. Donc, bon webinaire. Merci, Véronique. Alors, bonjour, merci d'être présent. Je vois qu'on arrive juste après Monsieur le Premier ministre. Nous, on n'a pas entendu ce qu'il y avait à dire, mais il semblait qu'il y avait des nouvelles encourageantes. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de l'accueil intégration à distance, parce qu'effectivement, avec le contexte actuel, ça devient vraiment une nécessité. Alors, sans plus tarder, je vais passer à la présentation, et puis, comme ça, on va pouvoir... Oui, et puis comme Véronique le mentionnait, n'hésitez surtout pas à nous poser au fur et à mesure toutes vos questions en utilisant le chat. Mais également, on va vous faire parvenir la présentation, donc on va l'envoyer à Véronique qui va vous la faire parvenir suite donc au webinaire. Et vous avez nos coordonnées à la fin aussi, donc même si dans 2 jours, dans 2 semaines, dans 2 mois, même dans 1 an, vous avez des questions liées à la formation, n'hésitez surtout pas à venir nous contacter. Simplement nous dire dans quel contexte on a eu le plaisir de vous rencontrer virtuellement. Oui, et, ça ne voit pas. et ça nous fera plaisir donc de répondre à toutes vos questions. Alors, je vais juste ici, le petit menu. Parfait, je l'ai ici. Excellent. Alors, on va essayer de garder un œil sur tout ça. Alors, on disait qu'effectivement, on n'a plus vraiment le choix aujourd'hui dans plusieurs contextes de faire de l'accueil intégration à distance. On ne sait pas pour combien de temps, mais bon, il y a une étude qui a été réalisée, vous l'avez peut-être vu passer par Léger Marketing, qui faisait état que dans la semaine du 17 au 19, voyez-vous, il y avait 50% des gens qui travaillaient à domicile. Donc, c'est un constat qui est très actuel, avec lequel on vit. La bonne nouvelle, c'est que bon an, mal an, on a environ 80% des gens qui jugent l'expérience positive. Donc, c'est une bonne nouvelle. Puis quand on dit positive, c'est globalement positive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'embûches, parce qu'on le voit, il y en a 40% dans les répondants qui ont trouvé ça un peu difficile quand même au début, mais globalement, 80% donc des gens qui trouvent l'expérience positive. Donc, il est fort probable que pour l'instant, pour un petit bout, on continue à faire cet accueil intégration à distance. Mais éventuellement, peut-être même qu'après, vous allez avoir des gens qui vont revendiquer la possibilité de continuer à travailler à distance. Et donc, tout ce qu'on va regarder ensemble, ça va peut-être être beaucoup plus loin aussi que la période de confinement. Moi, j'amènerais peut-être une petite nuance, c'est qu'aujourd'hui, on fait du télétravail en mode confinement. Puis je pense que ça, il faut toujours le garder en tête, que les conditions dans lesquelles nos employés se sont trouvés précipités ne sont peut-être pas toujours les meilleures conditions. Donc, que ce soit, par exemple, au niveau des outils auxquels ils ont accès ou du contexte aussi physique dans lequel ils sont. Pendant qu'on vous parle présentement, nous, on a toute une maisonnée qui roule autour de nous. Il y a des enfants. Il y a combien de formations qu'on a données et on voyait les participants. Il y avait les chats, les chiens, les enfants qui venaient se mélanger aux formations. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut garder en tête que les conditions actuelles ne seront pas non plus les conditions futures dans lesquelles on va faire du télétravail. Donc, ça aussi, ça fait une nuance là, dans nos considérations à prendre. En fait, si le télétravail marche aujourd'hui, on est sûr qu'il va marcher. Oui, effectivement. Parce qu'on n'a vraiment pas le meilleur contexte. Donc, aujourd'hui, dans la prochaine heure, on va regarder vraiment c'est quoi les meilleures pratiques d'accueil et intégration. Puis vous allez voir, c'est vraiment les bonnes pratiques, mais adaptées finalement au mode télétravail. On va voir les processus et les outils digitaux pour l'accueil des individus, donc en mode télétravail. On vous a fait vraiment une cartographie du processus. Bien évidemment, on le fait de façon peut-être plus, je dirais, générique. Le but, c'est de vous outiller pour que vous puissiez partir d'un modèle et l'adapter, bien évidemment, en fonction de votre réalité et de vos besoins. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire avant le jour J, qu'est-ce qu'il faut faire
le fameux jour de l'accueil du nouvel employé. Qu'est-ce qu'on fait par la suite comme rétroaction, également comme suivi? Comment on peut faire la formation, l'entraînement à la tâche? Et en dernier point, et non le dernier, et non le moindre, excusez-moi, tout ce qui est autour de l'intégration sociale. Parce que si déjà c'était difficile l'intégration sociale parfois lorsqu'on intégrait un nouvel élément dans nos équipes, en mode télétravail, on ne se le cachera pas, il y a peut-être un niveau de difficulté supplémentaire et c'est pourtant un élément essentiel à la cohésion et à la mobilisation de nos équipes. Donc, on va voir ça ensemble tout à l'heure. Alors, un petit rappel. Une étude qui date de 2011, mais que je continue à utiliser à travers l'ensemble de nos conférences parce que je trouve qu'elle parle vraiment très bien de l'importance de l'accueil et l'intégration. Voyez-vous, dans cette étude de Bauer, on disait que le taux de rétention, bien que ce soit un terme que j'aime pas beaucoup, ceux qui me connaissent savent que je préfère beaucoup plus travailler sur la fidélisation des employés que la rétention, mais bon, ici dans l'étude, on parlait vraiment de rétention. On disait que lorsqu'on avait des bonnes pratiques d'accueil et intégration, voyez-vous, le taux de rétention de la première année était de 91 %, ce qui est quand même assez intéressant, contrairement à 30 % lorsqu'il n'y a pas de processus d'accueil et intégration. L'autre élément qui est vraiment essentiel à regarder ensemble, c'est aussi l'atteinte des objectifs annuels. Donc, le fait que l'employé va devenir très, très, très à l'aise dans son poste et va pouvoir progresser et même atteindre ses objectifs annuels. Dans le cas d'une accueil-intégration, voyez-vous, on parle de 62 % des employés qui ont eu une bonne accueil-intégration contre 17 % qui, dans le cas contraire, n'auraient pas eu un processus d'accueil et intégration. Alors, quand on va faire de l'accueil-intégration à distance, Émilie en a parlé, on va revenir sur les grands principes de l'accueil-intégration. Puis vous allez voir, on les a modulés en tenant compte d'outils qu'on peut utiliser à distance, puis de la réalité finalement de l'intégration à distance comme telle, du fait qu'il y ait une distance avec laquelle on doit composer. Ceci dit, il faut revenir à la base. Et parmi les bases, on le sait, les employés à distance, ils sont loin, ils risquent d'être plus volatiles, si on peut dire, en termes d'attachement à l'organisation. Donc, il faut vraiment travailler sur la mobilisation des employés. Et si on veut nourrir les besoins fondamentaux des employés, donc les motiver dans un premier temps, on peut revenir sur les éléments qui sont présentés dans la théorie de l'autodétermination. Donc, c'est une théorie fort intéressante qui a été beaucoup popularisée ici par le professeur Jacques Forêt de l'UQAM. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est pas très compliqué. Ça dit dans le fond qu'il y a 3 besoins fondamentaux qu'on doit combler chez l'individu pour s'assurer finalement qu'il soit motivé au travail, puis éventuellement, donc, qu'il développe un attachement à l'organisation. Le premier, c'est de se sentir compétent. Donc, c'est évident, mais l'individu doit être bien dans son poste en termes de sentiment de compétence. Et pour le faire, on comprendra bien qu'il faut qu'il soit bien formé, bien outillé, donc qu'il ait accès aux outils qui lui permettent de se réaliser à travers tout ça, et qu'il doit être reconnu aussi. Donc, être compétent, formé, outillé, reconnu, très important. Deuxièmement, le sentiment d'autonomie. Alors, vous allez me dire, oui, c'est évident, la personne est à distance, elle risque d'avoir plus d'autonomie. Oui, mais encore faut-il, excusez-nous, oui, mais encore faut-il que l'individu, encore une fois, ait tout ce qu'il lui faut pour être finalement autonome. Donc, l'autonomie, ça va aussi passer par la formation. Si je n'ai pas tout en main les connaissances pour faire le travail, je vais devoir solliciter beaucoup les gens. Même chose si je n'ai pas les bons outils, etc. Donc, essentiel également. Finalement, le besoin d'affiliation. Puis on comprendra, puis on va revenir sur l'isolement, on comprendra qu'à distance comme ça, l'affiliation est beaucoup plus dure à bâtir. Surtout, si l'individu avait fait quelques jours dans l'organisation, c'est pas pire, mais c'est vraiment, il débute à distance. Les liens sociaux sont pas forcément évidents à développer. Donc, il va falloir vraiment travailler davantage à intégrer et à reconnaître l'individu pour qu'il développe son affiliation. Je vous le disais tout à l'heure, le contexte du télétravail à distance, c'est une chose, mais dans le contexte du COVID, c'en est une autre. Donc, il y a une étude assez intéressante qui a paru dans le Journal de Québec et qui disait, voyez-vous, que selon la syndicat canadien de la fonction publique. Merci beaucoup. 30
6,4 % notent une diminution de l'autonomie professionnelle. Souvent parce que, ben, vous le savez, hein, beaucoup de gestionnaires ont longtemps été frileux à laisser leurs employés travailler en télétravail. Et donc là, n'ayant plus le choix, ils sont très pointilleux puis ils veulent être sûrs et certains que les objectifs soient atteints et parfois, ils peuvent être très, très, très présents. À 40,5 % ils disent ressentir une hausse du sentiment d'isolement, ce qui peut faire du sens parce qu'évidemment, tout le contexte social de l'organisation, les contextes informels autour de la machine à café, par exemple, ben, on ne les vit plus non plus lorsqu'on est chez nous. 18,5 % voient leur sentiment d'appartenance diminuer de par le fait de ne plus fréquenter autant l'organisation, bien que c'est un pourcentage qui soit relativement faible, mais on va voir tout à l'heure, il y a peut-être des petits trucs qu'on peut faire pour continuer à travailler ce lien d'attachement-là. 26,2 % ressentent une diminution entre l'équilibre travail-vie personnelle, notamment en raison de la présence des enfants à la maison. Là, on ne se le cachera pas, ce n'est pas toujours simple à gérer. On a vu différentes formules, dont notamment, nous, on disait, j'ai la chance d'avoir ma mère qui s'est confinée avec nous, donc on a quelqu'un qui est là pour nous supporter avec les enfants. D'autres personnes qu'on connaît, eux, se sont séparés la journée en 2 demi-journées pour pouvoir être avec les enfants une des 2 moitiés de la journée et travailler l'autre moitié. Donc, on voit quand même qu'il y a des choses qui ont été mises en place, mais effectivement, c'est beaucoup plus difficile d'avoir ces temps distincts entre la vie professionnelle et personnelle. 30,59 dénote une diminution de la qualité de la collaboration, parce que c'est aussi plus difficile, mais on va voir, il y a des outils qui peuvent nous aider à travers tout ça. Et 37,13 % disent ressentir une hausse du stress. C'est le stress, oui, professionnel, parce que dans le contexte dans lequel on est, surtout si on a des enfants à la maison, c'est pas nécessairement simple et on veut continuer à performer. Il y a le stress et le contexte dans lequel on est également. Donc, c'est sûr et certain que ça ajoute certains stress. Par contre, je suis certaine que le stress du transport, du trafic ou de la circulation ne doit pas être nécessairement présent présentement. D'ailleurs, il y a une étude qui vient d'être faite en France par l'équipe du Dr Brun en collaboration avec OpinionWay et qui montre le chiffre de détresse psychologique à 47 %. Alors, pas le télétravail, c'est le contexte de travail confiné, comme mentionne Émilie, mais quand même 47 %, c'est vraiment énorme. De manière générale, le télétravail, ben, ça va avoir des impacts. Hein. On s'éloigne de la prise de décision, donc on a une moins bonne compréhension des attentes, des rétroactions moins fréquentes. Donc, ça, c'est en général au niveau du télétravail. Donc, on va le voir, dans un contexte d'intégration, ça va avoir encore plus d'impact. L'éloignement des collègues aussi, moins de collaboration, on l'a vu, c'est vécu. Intégration sociale plus longue. Mais si je ne fréquente pas mes collègues à tous les jours, c'est très évident. Puis, le sentiment d'isolement. On le vit tous des fois, on a une idée, on aimerait ça se faire challenger sur l'idée, etc. Bien, le contexte de télétravail ne se prête pas à ça. Alors, si en plus on est en processus d'intégration, c'est plus difficile. Oui. Alors, je vais juste revenir sur au niveau du processus d'intégration. Donc, on l'a mentionné, tout le climat de travail, ça va être assez plus difficile à capter. Donc, un délai additionnel. Gêne potentielle à demander de l'aide. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous avez commencé à travailler, souvent on veut faire nos preuves. Hein, on est en période de probation, on veut montrer qu'on est capable. Imaginez, vous arrivez dans un contexte où, en plus, les gens ne sont pas vraiment disponibles, vous ne voulez pas les déranger, donc ça rend tout plus complexe. Et finalement, tout ce qui est l'environnement physique de l'entreprise, on ne le voit pas. On n'a pas un petit peu, comme on a marqué en haut, la vibe de l'entreprise. On ne voit pas les produits, on ne voit pas les dynamiques. Donc, c'est quand même assez complexe. Même chose pour les produits. Vous avez peut-être des produits auxquels les gens ont accès, dépendamment de la taille, le volume des produits. Mais si vous avez des produits volumineux ou si c'est des services encore plus abstraits, pour s'approprier ces éléments-là, c'est beaucoup plus complexe. Donc, très important, avoir un plan de suivi plus structuré. Encore plus, dans le fond, que dans un accueil intégration, parce que dans un accueil intégration en présentiel, il y a des gens qui vont être capables de récupérer, de nuancer, d'amener de l'information. Là, on va le voir, il va falloir le faire de façon très structurée pour s'assurer que ce support des collègues soit présent. L'intégration sociale, on l'a dit, est un élément très important. Il va falloir vraiment s'en soucier et aussi adapter le style de supervision. On va y revenir un petit peu plus loin dans la présentation. C'est un élément très important.
Alors, cartographie, son processus. Alors, voyez-vous, on voulait vraiment vous donner un petit outil ici pour, comme je le disais tout à l'heure, vous donner une base, mais il faudrait vraiment l'adapter à chacune de vos organisations en fonction de vos réalités. C'est sûr et certain qu'on a toujours avant le jour J, hein, qui est très important. On va voir les différents éléments. On a le moment de l'accueil et on a vraiment le moment de l'intégration. Voyez-vous ici, avant le premier jour de travail, il y a certains éléments qu'on va voir plus en détail par la suite, mais qu'il faut prendre en considération, que ce soit l'envoi des documents officiels, la création du profil, les accès aux différents profils sociaux, l'envoi d'un objet promo. Hein, on le sait, de plus en plus, les employés sont volatiles. Donc, s'ils ont fait un processus d'embauche avec vous, ça se peut qu'ils en aient fait avec d'autres organisations. Donc, plus on va créer des interactions avant le premier jour d'embauche avec le nouvel employé, bien, plus on a de chances à tisser ce lien d'affiliation-là avec le nouvel employé. Donc, le fait juste d'envoyer un objet promo pour dire « Hey, tu fais partie de la gang, ne serait-ce qu'une tasse, ne serait-ce que… » Bon, on disait toujours la corde avec la carte d'accès, mais là, tant qu'on ne retourne pas au bureau, c'est peut-être pas l'objet le plus utile, mais tant qu'on pense à des petits objets comme ça qui font du sens et qui permet à l'employé de se sentir part de l'équipe, bien, je pense que ça peut faire vraiment une bonne différence. Une photo de bienvenue de la part des membres de l'équipe aussi. On peut faire aussi un sondage ou une évaluation du processus, on va le revoir, parce que, bien évidemment, comme c'est relativement nouveau, on ne se le cachera pas, il faut prendre la peine de s'évaluer et de donner la latitude de d'apporter des changements si nécessaire. Le message de bienvenue, qui le fait? Est-ce que c'est la haute direction? Est-ce que c'est le gestionnaire? Est-ce que c'est l'équipe? À vous de voir comment vous voulez le faire vivre. Bien évidemment, on a les différentes rencontres, que ce soit avec les RH, la prise en main aussi du dossier de l'employé. Rencontre individuelle avec le supérieur immédiat qui reste toujours un essentiel. Une prise en main des outils, mais aussi une rencontre avec l'équipe. On va le voir plus en détail. Alors, il ne faut pas oublier non plus que l'accueil intégration va durer beaucoup plus que la première semaine, hein, on le sait. Et on va le voir, les besoins vont évoluer. Donc, c'est sûr qu'en termes de contact, on va encourager que ce soit beaucoup plus fréquent au début. On va le regarder au niveau des suivis, puis après ça, on va le distancer, bien entendu. Il va y avoir des besoins qui vont perdurer, puis on va voir qu'il y a des plateformes qui vont pouvoir nous aider là-dessus. Premièrement, tout l'accès à la documentation et aux connaissances. Hein, si on veut que l'individu se sente compétent, si on veut qu'il soit autonome, il faut qu'il ait accès aux documents. Donc, vraiment que ça soit très bien clarifié pour l'individu où je trouve finalement ces éléments-là. La formation d'entraînement à la tâche, c'est évident, on veut que l'individu soit confortable dans son poste. Tous les rétroactions et suivis, il va falloir les faire sur une base régulière, avec une fréquence qui va s'échelonner, comme on l'a dit. Et puis, l'intégration sociale. On dit jusqu'à la première année, parce que oui, on va encourager, tout en disant qu'on va distancer quand même les différentes rencontres au fil du temps, mais l'accueil intégration, c'est pas juste première semaine, ça va beaucoup plus loin que ça. Il va falloir accompagner l'individu tout au long de sa première année et puis célébrer éventuellement la première année par la suite. Mais on espère que d'ici là, on sera sorti quand même du confinement. Si auparavant, on attendait le 10 ans pour fêter la loyauté d'un employé, on l'a vu diminuer au fil des ans aux fameux 5 ans, bien, aujourd'hui, le 1 an est tout aussi important. Donc, de plus en plus, dans les programmes de reconnaissance de loyauté, on voit le 1 an apparaître. Après ça, on réembarque avec le fameux 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et c'est un moment critique très, très, très important pour dire « Hey, yes, on a passé la première année ensemble, ça y est, t'es bien embarqué avec nous, on continue. » Et ça permet aussi à l'employé d'avoir un beau sentiment de fierté et d'affiliation avec l'organisation. Alors, on parlait des outils, mais on peut parler de la trame de fond. La trame de fond de tout ce processus-là, nous, on l'a appelé le rallye. En l'occurrence, ça va être un rallye digital, bien entendu, parce qu'on doit le faire à distance. Mais cette notion de rallye est très, très, très importante. Oui, puis c'est surtout pas une seule et unique personne qui doit le prendre en charge. Je pense que ça, c'est vraiment important et surtout dans le contexte actuel, ça simplifie beaucoup les choses. Donc, habituellement, qui on va retrouver comme acteur clé? On va avoir les RH, bien évidemment. On va avoir le gestionnaire ou le superviseur et le nouvel employé aussi qu'on va rendre responsable et autonome de son intégration. Il y a d'autres personnes aussi qui peuvent jouer un rôle assez important. Ça peut être les dirigeants de l'organisation, ça peut être l'équipe ou certains collègues plus spécifiques. Et on peut aussi désigner un mentor ou des personnes ressources dépendamment des besoins de l'individu. Donc, le rallye digital, qu'est-ce que c'est? Le but de ça, c'est de vraiment responsabiliser l'employé face à son intégration
Donc, on s'est déjà amusé dans des organisations à faire des passeports, peut-être pas aussi classiques que celui que vous voyez à l'écran, mais un passeport sur lequel on retrouve les différentes étapes à travers lesquelles l'employé doit passer et qui doit contacter l'employé, le nouvel employé également pour aborder ces différentes étapes-là ou ces différents sujets-là. Donc, ça partage la responsabilité de l'intégration entre les différentes équipes, puis ça va permettre aussi au nouvel employé de s'approprier les dynamiques de l'entreprise sous tous les angles, parce que ce qu'on va vous encourager à faire, c'est bien évidemment de le mettre en contact avec des gens du marketing, des gens des TI, des gens des ventes, etc. Donc, ça lui permet vraiment d'avoir une cartographie 360 des visions de l'organisation. Ça stimule aussi l'intégration sociale et professionnelle, hein, et ça crée des liens. Donc, ça vaut vraiment la peine de procéder sous ce format-là. On a vu, des fois, c'est des wikis publics où on était capable de venir moduler et faire les invitations finalement aux différentes rencontres. On a vu des bons vieux fichiers Excel. Enfin, on va le voir dans les prochaines étapes, mais vous allez voir, il y a plusieurs façons de le faire et ça fonctionne extrêmement bien. Donc, les personnes clés à rencontrer, les opérations, hein, pour comprendre c'est quoi la thématique principale de votre organisation, les finances, le marketing, mais vous l'aurez compris, tous les départements aussi qui sont essentiels pour que le nouvel employé connaisse bien l'environnement dans lequel il va évoluer. On peut retrouver aussi les différentes formations. Donc, c'est quoi les outils technologiques que l'individu doit s'approprier, les produits qu'il doit connaître, le service à la clientèle. Et donc, sur à peu près un parcours de 3 mois, vous identifiez les différents éléments que l'employé doit atteindre, les personnes clés à contacter. Et donc, à la fin du 3 mois, ce qui doit se passer, c'est que tout doit être complété pour s'assurer d'une bonne intégration. Alors, je vais y revenir tantôt par rapport aux outils dans quelques instants, mais Trello, un très bel outil. Donc, ça permet de faire de la planification de projet. Il y en a peut-être qui l'utilisent déjà ou qui l'ont déjà essayé. Il y en a d'autres. Tantôt, on va parler beaucoup plus en termes d'outils Microsoft. Mais Trello, donc, ce que ça permet de faire, c'est un petit peu un diagramme de Gantt, comme disait Émilie, avec toutes les personnes rencontrées. Puis, on déplace en modèle Kanban aussi. On va déplacer les objets quand ils sont faits, etc. Peut-être un intérêt très important dans ce processus-là, c'est que ça va permettre au superviseur, bien entendu, de faire un suivi de comment ça va. Ça permet à l'individu d'avoir un contrôle, comme le disait Émilie, donc de se responsabiliser. Ça permet à la personne responsable des RH aussi de jeter un coup d'œil, parce que ces outils-là, on peut être plusieurs et avoir accès. Et donc, ça permet de jeter un coup d'œil, s'assurer que tout se passe bien et que l'intégration suit son cours. L'autre élément important aussi, c'est que l'employé est capable de se projeter dans son accueil et intégration, de voir qu'est-ce qui l'attend et ça gère beaucoup le stress, mais aussi le stress lié au développement de nouvelles compétences ou, par exemple, il doit s'habituer à de nouveaux outils. Donc, s'il voit qu'il y a une formation qui arrive sur tel ou tel outil, ça rassure aussi beaucoup l'employé à ce niveau-là. Alors, je vous dis que je vous parlerai des outils, sans plus tarder, les différents outils. Bien sûr, la visioconférence, je ne vous ferai pas un long discours là-dessus. Je pense que vous l'utilisez présentement, tout le monde l'utilise. C'est sûr qu'on a beaucoup entendu parler de Zoom dans les nouvelles. C'est vraiment l'outil qui a été propulsé pendant la crise actuelle. Mais Teams est en train de prendre beaucoup de place. Hangout, en fait, Google Meet qui fait des choses très bien aussi. WebEx, en tout cas, il y en a plusieurs. On va les utiliser finalement pour toutes les rencontres en gardant en tête, puis on va y revenir tantôt, que c'est quand même très intrusif de la vidéo. Donc, c'est des rencontres qui vont être planifiées souvent. Donc, des outils qui vont servir aussi bien au social qu'au niveau de la formation. On vous a mis différentes étapes ici à titre d'exemple. Si je vais regarder dans les autres familles d'outils, il y a tout ce qui est réseaux sociaux d'entreprise. Très intéressant. On parlait de souhaiter la bienvenue tantôt. Bien, c'est sûr que si on envoie un message sur le réseau social de l'entreprise, ça devient quand même très intéressant parce qu'on informe l'ensemble des gens, on peut créer des liens. On peut aussi, sur ces outils-là, faire des jeux d'intégration, partager de l'info, dialoguer. Alors, pour ceux qui les connaissent, peut-être les plus connus, c'est Workplace, Slack, Yammer. Et aujourd'hui, donc, on a Teams qui prend encore une fois beaucoup de place. Peut-être un petit clin d'œil, Slack, il est merveilleux parce qu'on peut intégrer beaucoup d'outils. On va le voir à la fin, des outils de reconnaissance et tout. Sauf que Slack est assez aride en termes d'outils. Si on parle de Teams Workplace, c'est quand même un environnement qui est beaucoup plus convivial. Dans les outils, je vous parlais de la gestion de projet. Gestion de projet, qu'est-ce que ça fait? Donc, c'est un espèce de tableau qui va vous permettre de créer des projets. En l'occurrence, ça peut être l'accueil intégration. On va créer des tâches, donc les différentes étapes du rallye qu'on va mettre.
On va assigner le projet à la tâche. On peut dire, ben, telle étape, c'est telle personne et telle personne qui s'en occupe. Donc, mettre en lien la personne qui est intégrée et la personne qui va participer à son intégration, faire des suivis, dialoguer, etc. Donc, très intéressant, encore une fois, puis ça permet de voir l'ensemble des étapes qui nous attendent. Trello, j'en ai glissé un mot. Asana, c'est celui qu'on utilise nous. Très bon outil, très fonctionnel. Wrike, très bien intégré également. Et depuis peu, il y a maintenant Microsoft Planner qui est devenu Microsoft Task, qui peut aussi s'intégrer directement dans la suite Teams. Donc, ça peut faire un outil très, très bien. L'autre jour, il y a quelqu'un qui nous parlait de Monday, très satisfait aussi. Puis, dans les outils très simples, ben, un bon vieux Excel, comme on disait tantôt, ça peut marcher également. Le but, c'est pas d'arriver avec 500 000 nouveaux outils demain matin. Là. Je pense que tout le monde va être submergé par ces nouveaux outils-là. C'est plutôt de regarder c'est quoi les outils auxquels vous avez accès déjà en entreprise et de les maximiser. Très souvent, on utilise peut-être un 30-40 %, puis je suis même généreuse, de certains des outils qu'on a en place en organisation. Ben, des crises comme celles qu'on vit à l'heure actuelle nous permettent justement peut-être de les utiliser plus à leur plein potentiel. On parlait tantôt de faire des suivis, donc évaluer le processus de sélection, Émilie en a parlé, mais on peut évaluer le processus d'accueil, on va le voir un petit peu plus tard dans le processus, que l'individu évalue ses compétences aussi. On se souvient que l'individu va être exposé à beaucoup de technologies, est à distance, doit travailler. On veut peut-être l'aider à mesurer ses connaissances par rapport à ces différents outils. Ça peut être très simple. Puis sonder le moral des troupes. Hein. J'en ai parlé au début, 47 % de détresse psychologique. On veut s'assurer que tout le monde se porte bien, donc on va faire des suivis, c'est clair. Mais on va pouvoir, si vous avez une cohorte de nouvelles personnes qui sont arrivées, ben on peut aller les sonder, voir comment ça se passe. SurveyMonkey, que vous connaissez probablement, un outil très populaire, mais dans les outils très simples et beaucoup moins onéreux, Forms de Google, qui, bon, moins performant que SurveyMonkey, mais amplement suffisant pour faire ce type de petit sondage-là. Et puis, depuis peu, ben, Forms de Microsoft aussi. Donc, Microsoft a sorti son propre progiciel, un petit peu utilitaire de sondage qui peut être greffé sur Teams. Il est disponible en ligne. Bien sûr, on parlait d'accessibilité des documents. On disait que c'était très important que l'individu sache se repérer, trouve les documents pertinents, etc. Alors, si vous êtes avec la suite Microsoft, vous avez OneDrive, vous avez peut-être un SharePoint que vous pouvez configurer un petit peu en intranet pour l'organisation. Drive, si vous êtes avec Google. Émilie a glissé un mot tantôt sur les wikis. Si vous êtes un utilisateur de Teams, vous avez une fonction wiki par équipe. Donc, ça vous permet d'avoir des questions-réponses, mais qui sont collectives dans le fond. Donc, l'individu pose une question et tout le monde peut répondre à la question. Ça permet de retrouver facilement l'information. Donc, dans un contexte d'accueil-intégration, c'est un outil qui peut être très puissant et très accommodant pour les individus. Et finalement, ben, toutes les façons de communiquer par écrit, dans le fond, sur un mur de nouvelles, dans des salles de discussion très intéressantes. Donc, on va l'avoir dans Teams, dans Yammer, etc. Alors, si on regarde le processus, voyez-vous, on a un petit peu cartographié, comme on disait, le processus, puis on a accolé les outils. Donc, à chacune des étapes, vous le voyez, et puis là, ce qu'on a fait volontairement pour ne pas avoir 50 000 outils, on a essayé de rester le plus proche possible de la suite Office. Donc, en l'occurrence, ici, plutôt que de mettre Asana, j'aurais pu mettre maintenant Task de Microsoft. Et vous voyez, chaque outil a sa fonctionnalité et tout au long du processus, ça nous permet finalement d'accompagner l'individu de manière digitale, mais en répondant vraiment aux besoins de l'individu tout au long de son intégration. Donc, les objectifs de l'organisation, bien, c'est vraiment de s'assurer de la conformité. Hein? Donc, de donner accès à la bonne documentation et aux connaissances de l'individu. Pensez-y que ce soit aux documents administratifs, donc le dossier de l'employé, par exemple. Donner accès aux politiques et procédures, aux documents, processus et aussi outils techniques, à la vision, l'actualité et l'évolution de l'organisation. Ce sont des éléments que l'employé a vraiment besoin de connaître pour bien s'approprier l'organisation et pouvoir donner son 110 %. S'assurer de la maîtrise des compétences, donc il faut aussi le former, l'entraîner, le développer. Donc, s'assurer d'offrir la formation de base, des formations adaptées à la performance de là où il est, là où on veut l'amener, bien évidemment, et des différentes mises à niveau aussi dont l'individu va avoir besoin.
On veut s'assurer également de la performance et de l'engagement de l'individu. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment le mobiliser. On veut être capable de suivre sa performance et de s'assurer aussi qu'il va acquérir de nouvelles compétences. Donc, on va penser à bien l'accueillir, faire les suivis, hein, on disait de plus en plus stricts, ces fameux suivis de performance. De l'accompagner aussi dans son développement, ça va être une chose qui va être très, très, très importante. Mais il va y avoir aussi toute la notion de reconnaissance qui va prendre encore plus d'ampleur ici pour justement mobiliser l'employé et l'encourager dans l'acquisition de ces nouvelles compétences et la gestion de sa performance. Finalement, le dernier et non le moindre, c'est de s'assurer de l'intégration et de l'adhésion, que ce soit professionnelle ou sociale, de l'individu. Donc, il faut permettre à l'individu de pouvoir se présenter. Moi, je dis toujours, c'est comme dans une nouvelle famille. Hein? Quand on amène un nouveau conjointe dans une famille, on prend la peine de vraiment présenter tous les membres de la famille, de présenter un peu les lieux physiques, donc les personnes ressources, les points clés. C'est la même chose lorsqu'un nouvel employé entre au sein d'une organisation. Donc, on a vu des choses assez intéressantes, des petites fiches de présentation individuelle des membres de l'équipe. Ça peut être une fiche aussi de présentation du nouvel employé pour le présenter à l'équipe. On peut faire aussi des petits tests pour voir si les gens sont capables de reconnaître les différentes personnes de l'équipe. On peut développer des liens sociaux avec les collègues, avec des activités sociales. Hein. On voit de plus en plus des 4 à 5 virtuels pour justement nous permettre d'avoir un peu des moments informel comme on avait autour de la machine à café, mais de le faire en mode virtuel. Mais aussi, on voit des petits jeux apparaître, comme par exemple, on demande à des employés de sélectionner un film qu'ils aiment et sur le mur de nouvelles, on doit savoir quel employé a choisi quel film. Donc, ça nous permet aussi de connaître mieux nos employés, puis en même temps de s'amuser un peu en même temps, puis de développer des liens professionnels privilégiés avec ses collègues. Alors ça, c'était les objectifs. On va regarder maintenant comment on le fait concrètement au jour le jour, chacune des étapes. Donc, la première étape, bien entendu, c'est on veut vraiment consolider l'attachement. On l'a dit, les gens vont être assez volatiles. Donc, très, très rapidement, il faut développer cet attachement-là. On veut démarrer l'intégration. Et puis, il va y avoir certaines formalités. Donc, première chose, envoyer les documents. Ce qui peut être intéressant dès cette étape-là, donc avant même que l'individu commence, lui envoyer, puis c'est pour ça qu'on a mis le petit logiciel Form ici en référence de Microsoft, lui envoyer un petit sondage lui demandant, bien, c'est quoi ses besoins de formation? Vous savez avec quels outils il va avoir à travailler, les compétences qu'il doit maîtriser, ben on peut lui envoyer finalement un petit sondage et que lui fasse une auto-évaluation de manière à ce qu'on planifie encore mieux le début de la formation par la suite. S'assurer que tout soit prêt pour accueillir le nouvel employé. Hein, on l'a mentionné, donc de créer les différents accès, que ce soit intranet, les différents VPN aussi. De s'assurer aussi de mettre à niveau l'individu au niveau des outils technologiques. Pensez-y, s'il est à la maison, est-ce qu'il a une caméra, un micro, une bonne connexion Internet pour pouvoir communiquer avec vous et avec ses collègues? Donc, ça aussi, c'est important de le contrevalider avec lui. De joindre l'individu aux différents groupes. Donc, si jamais vous avez des groupes de discussion, ben, si jamais vous pouvez déjà intégrer l'employé, ben, ça peut être intéressant avant. Oui, ça, puis on peut le faire progressivement. Des chat rooms, le principe, donc vous savez, il y a un mur général, puis après ça, il y a des salles dans lesquelles les gens peuvent dialoguer. Ben, c'est sûr que s'il y en a qui sont plus ludiques, qui sont peut-être moins stratégiques, parce qu'un individu n'a pas commencé, on ne va peut-être pas tout de suite donner accès à l'information stratégique, mais on peut lui donner accès à certains espaces et l'équipe peut peut-être même commencer à socialiser avec l'individu. Donc, c'est une belle façon aussi de créer le fameux attachement ou lien d'affiliation qu'on vous parlait tout à l'heure. Et bien évidemment, de créer le lien de l'employé, créer le dossier de l'employé, excusez-moi. Alors, au niveau, on disait tantôt, les envois, ben, envoyer un objet promo, tout dépendamment du délai que vous avez entre le début, puis bien entendu, mais une photo d'équipe, ça peut être assez sympathique de faire un espèce de zoom avec toutes les petites vignettes. On prend une photo, puis je ne sais pas, tout le monde lève le pouce, peu importe. Ou un message de bienvenue. Oui, ou un petit message de bienvenue, puis on envoie la photo en disant, ben, on t'attend, on a bien hâte de te voir. Pas très compliqué à faire, puis pour l'individu, ben, ça fait déjà un premier attachement. Si jamais vous avez des vidéos qui ont été faites, soit des vidéos techniques sur les produits ou des vidéos du président qui présente l'organisation, etc. Donc, des éléments, des fois, qu'on rend disponibles quand l'individu commence, ben, là, grâce à la magie de la technologie, vous pouvez les transmettre, puis l'individu peut commencer à prendre finalement connaissance. Donc, si vous avez une semaine peut-être
un par jour, 1 ou 2 jours, dépendamment du matériel que vous avez, des vidéos courtes, mais qui vont faire en sorte que l'individu s'approprie progressivement l'entreprise. Se donner la chance de s'améliorer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, surtout si c'est dans les premières intégrations, accueil-intégration que vous faites en mode virtuel. C'est vraiment important là, d'envoyer un petit sondage ou du moins de préparer un sondage pour voir c'est quoi vos points forts, c'est quoi vos points à améliorer pour justement s'assurer que les prochaines accueil-intégration se passent peut-être un petit peu mieux. Là. Alors, on parlait d'activités informelles programmées. Si jamais vous avez, l'individu commence le lundi, puis le jeudi d'avant, vous avez prévu un 4 à 5 ou le vendredi, les vendredis ont l'air très populaires pendant le confinement. Donc, vous avez un 4 à 5 virtuel, ben, pourquoi pas inviter l'individu? Il n'y a pas à se déplacer, rien, c'est à distance, c'est facile. Et puis, de lui donner l'occasion de commencer à dialoguer avec les personnes dans un contexte un petit peu moins informel avant qu'il commence formellement avec l'organisation. Donc, ça, c'est vraiment les points clés à travers lesquels vous devez passer et que vous devez voir comment vous pouvez le mettre à la source de votre organisation pour préparer l'accueil du nouvel employé et pour vous assurer également d'être prêt à intégrer ce nouvel employé. Le jour J, la semaine J. Donc, s'assurer que l'individu se sente le bienvenu, hein, qu'il est attendu, donc envoyer un message de bienvenue et présenter sommairement aussi le nouveau collègue à l'ensemble de l'équipe. Je pense que c'est un incontournable. Oui, tout à fait. On accueille telle personne, elle a plusieurs années d'expérience dans tel domaine, etc. Que l'individu puisse se présenter. En passant, si l'individu a un profil LinkedIn qui est bien monté, ben, peut-être qu'on peut envoyer le lien LinkedIn, puis dire à ses collègues, ben, allez donc le consulter, allez jeter un petit coup d'œil, ou on peut le faire, comme on disait, Manu Militari. Prise en main du Ouais. dossier aussi, comment il peut accéder donc au dossier employé, donc les feuilles de temps, entre autres, le CRH, tout ce qui est au niveau des assurances ou les autres avantages sociaux. Pour l'employé, je pense que c'est très sécurisant aussi d'avoir déjà ces premiers éléments d'information-là dès les premiers jours et bien évidemment le PAE si jamais il en a besoin. Alors, si on parle maintenant, la première rencontre, donc très, très important, supérieur immédiat qui fasse la rencontre. Le supérieur immédiat va jouer un rôle, il en joue toujours pendant l'intégration, mais à plus forte raison, ça devient vraiment une personne ressource. Je l'ai mentionné tantôt, vidéo, téléphone, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je parlais avec plusieurs gestionnaires qui disaient « Je suis plus capable de vidéoconférence, on ne fait plus que ça maintenant. » Ils disaient « Avant, on se parlait au téléphone, puis c'était correct aussi, là, c'est pas toujours… » Alors, c'est sûr que la vidéoconférence, c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit tout le non-verbal. Donc, pour apprendre à connaître quelqu'un, c'est vraiment intéressant, puis ça crée un lien qui est très différent que juste un téléphone. Je suis sûr que vous avez tous déjà participé à des conférences téléphoniques avec une pieuvre dans le milieu de la table, on entend mal, etc. Quoique des fois, la vidéoconférence, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Il y a des beaux enjeux aussi, mais bref, c'est sûr que pour la première rencontre, on va encourager quand même que ça soit par vidéo. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut la planifier. Il ne faut pas prendre l'individu par surprise. Donc, pour la première rencontre, on présume que c'est planifié, mais on va le garder en tête pour les autres rencontres aussi. Ce n'est pas toujours nécessaire qu'il y ait la caméra. Et puis, parce que surtout dans le contexte actuel confiné, on rentre chez l'individu. C'est un petit peu comme voir son environnement personnel. C'est très intrusif. Ouais. Très intrusif. Mais il y a peut-être d'autres rencontres qui peuvent simplement être faites au téléphone, puis c'est correct aussi, on passe juste un petit coup de téléphone. Donc, se poser la question, est-ce que c'est pertinent ou pas, d'avoir la caméra également. Et puis, si ça l'est, de planifier la rencontre pour respecter l'individu quand même dans son environnement personnel. Les éléments à présenter, bien évidemment, ce qui est important, c'est peut-être outiller nos gestionnaires pour s'assurer qu'ils aient, par exemple, une présentation PowerPoint qui soit simple, qui peuvent dérouler avec le nouvel employé. Et ça nous permet aussi de s'assurer d'une certaine uniformité. Donc, ne serait-ce que quelques diapos qui vont présenter le parcours d'intégration, qui vont présenter l'organisation, le poste et les attentes aussi. Je pense que ça, c'est un incontournable de s'assurer que les attentes liées au poste soient clairement verbalisé de la part du superviseur au nouvel employé, la présentation de l'équipe, l'identification d'un parrain ou d'une marraine et aussi les différents moments clés où l'individu va avoir des suivis avec son supérieur. Donc, comme je le disais, c'est une petite présentation PowerPoint que les RH peuvent tout simplement préparer pour outiller les gestionnaires, mais comme ça, on s'assure qu'ils aient en main un outil qui soit uniforme et que tout le monde passe à travers le même processus. Alors, le parcours d'intégration, on en a parlé, mais je pense qu'il y a peut-être des éléments à rajouter, toute la validation des contraintes domestiques de l'individu. On l'a dit, on le répète,
on est dans du travail confiné, il y a des contraintes, l'individu ne sera peut-être pas à 100% comme il aurait pu l'être dans un autre contexte, donc il faut en être conscient. Donc oui, on va programmer le parcours, mais on va déjà tenir compte de ces contraintes. Je vous donne un exemple très simple. Si l'individu, effectivement, a des enfants en bas âge à la maison, peut-être qu'on peut regarder dans l'horaire si on ne peut pas l'accommoder. Donc, il faut aller mesurer ça, il faut vraiment vérifier ça. Même chose au niveau des outils technologiques. Si l'individu est gêné de vous dire que il n'est pas très habile avec son ordi ou avec telle plateforme, etc., il faut le savoir d'avance parce que c'est ce qui va avoir un impact par la suite. Il faut bien démarrer finalement le processus pour être sûr que ça se passe bien et lui présenter le fameux rallye qu'on disait tantôt. Donc, quand on parle de présenter l'organisation, on va présenter bien sûr l'historique, ça c'est un peu classique comme on fait d'habitude, les objectifs, la gamme de produits, les clients, les concurrents, les politiques principales et les personnes ressources. On va revenir de toute façon sur les personnes ressources, très important d'avoir un parrain, une marraine ou une personne vraiment avec qui on peut dialoguer en cas de besoin. Ça, c'est des choses assez standards, comme disait Émilie, on vient le formater dans un beau PowerPoint et ça permet de s'assurer qu'on n'échappe à rien. Mais en même temps, on dit que c'est assez standard, mais dans combien d'organisations, ils ont tellement de produits et de services que très souvent, nous-mêmes, en tant que consultants, on les questionne sur la variété des services qu'ils ont à faire et ils n'ont même pas un outil pour nous les présenter. Donc, des fois, on se rend compte que c'est pas si simple que ça, si même pour nous, de prime abord, on se dit que c'est un incontournable. Donc, des fois, c'est des outils à créer qui peuvent vraiment faire. Gardons en tête que tout l'apprentissage qu'on a en contexte présentiel, moi, je me promène dans le couloir, puis je vois des photos, je vois des gens travailler, je vois peut-être des machines si je suis en milieu manufacturier. Tout ça, je l'ai perdu. Je suis à la maison. Donc, il faut le compenser par d'autres types d'informations sur les produits et services. On parlait aussi donc du poste et des attentes du superviseur par rapport donc au poste. Donc, que la description du poste soit claire. Les tâches associées aussi, c'est important de bien les clarifier. Les attentes en termes de rendement, la durée de la période de probation, la santé et sécurité, si tel est le cas, et bien évidemment, les différentes formations qui vont être à suivre. Encore une fois, comme on le mentionnait tout à l'heure, si on a le fameux rallye, on voit vraiment chacune de ces étapes-là qui sont détaillées. Donc, ça permet vraiment à l'individu de se projeter dans les 3 prochains mois et d'être peut-être plus autonome au niveau de son accueil et intégration. 3 petits rappels sur les attentes. Et ça, c'est vraiment propre, finalement, à notre contexte de gestion à distance et d'intégration à distance. Plus que jamais, l'individu, on ne peut pas passer la journée au téléphone avec lui à vérifier ce qu'il fait, on ne peut pas l'appeler aux heures, voir comment ça va. Donc, c'est certain qu'il faut vraiment que les attentes soient très, très claires. Fait que je suis persuadé que vous êtes tous familiers avec le fameux SMART, là, la règle des bons objectifs, là, spécifiques, mesurables, etc., jusqu'à temporel. C'est très, très, très important que les gestionnaires suivent cette démarche-là de manière précise, de manière à ce que les différentes étapes et les attentes à chaque étape soient extrêmement claires. Donc, très, très, très important de se remémorer ces bonnes règles-là pour bien structurer finalement les différentes attentes qu'on va avoir au début du processus. Dans le même ordre d'idée, je vous ai mis un petit tableau ici qui va permettre finalement de venir formaliser, donc ça peut être un document Excel, peu importe le format, mais de formaliser qu'est-ce que je m'attends que tu fasses aujourd'hui, la semaine prochaine, en tout cas pour la semaine, pour le mois, vraiment détailler les attentes qu'on a, les activités que ça veut dire, le niveau de priorisation, vous vous souvenez du urgent important, très important de venir ici rappeler, ça c'est très urgent et important, ça l'est un petit peu moins, de venir niveler pour que l'individu s'approprie finalement les attentes de son supérieur immédiat. Bien entendu, si j'ai des indicateurs qui répondent aux règles SMART, c'est encore mieux parce que l'individu peut suivre sa progression et le gestionnaire aussi. Ces fichiers-là peuvent être en ligne, on peut y avoir accès mutuellement, et puis les échéanciers attendus à ce niveau-là. Il va falloir adapter aussi, troisième petit rappel que je voulais faire, adapter son style de gestion. Je ne vous ferai pas un long discours sur le leadership situationnel. On va juste rappeler les bonnes règles. On a tous un style qui est prédominant, soit directif, soit délégatif, persuasif, etc. Et malheureusement, 54% du temps, on va utiliser ce style. Enfin, dans 54% des gens ne vont utiliser que ce style-là pour diriger l'équipe. Ils ne vont pas adapter leur style aux situations et aux individus. Dans le contexte d'accueil-intégration, et à plus forte raison à distance, il faut reprendre les bons principes, à savoir partir en disant « je dois accompagner de manière plus serrée l'individu au début et donner du lest progressivement en fonction de son évolution. » Donc, si vous avez parmi vos gestionnaires, des gestionnaires super gentils qui disent «
Ah, ben moi, je fais confiance aux gens, je vais lui donner carte blanche, il est compétent, j'y crois, tout ça. Non, c'est pas bon. Dans le début de l'accueil d'intégration, il faut faire des suivis serrés, il faut accompagner, il faut aligner l'individu. Très, très, très important. Et progressivement, finalement, lui donner de la latitude plus ou moins vite, dépendamment des personnes. Un autre élément très important, la présentation de l'équipe. Donc, l'individu sache qui fait quoi exactement, c'est quoi les objectifs de l'équipe, c'est quoi le rôle de chaque membre dans l'équipe aussi, et les présentations donc des partenaires de formation, voir ben, c'est avec qui je vais travailler pour les différentes formations que je vais recevoir. La première journée, on devrait au moins avoir une rencontre informelle de présentation de l'équipe, comme on le mentionnait tout à l'heure, pour souhaiter la bienvenue à l'individu. Et ça nous permet aussi en même temps de parler de chaque membre et des rôles de chaque membre de l'équipe. Et dans la première semaine, on vous suggère fortement d'avoir déjà une première rencontre virtuelle sociale et tout au long de la semaine, des activités sociales, comme je vous parlais tout à l'heure, par exemple, des affiches de films, des albums de musique, pour justement connaître l'autre côté de chacun des employés et amener un côté peut-être un petit peu plus ludique là, au travail, qui peut être un petit peu plus, je dirais, contraignant que ce que c'est sur les lieux du travail. Alors, par la magie de la technologie, vous pouvez isoler ces conversations dans une salle de discussion, ce qui fait qu'on ne vient pas polluer les conversations de l'entreprise. On a vraiment un environnement qui est dédié à l'équipe et qui va permettre finalement à l'équipe d'avoir du plaisir ensemble pour intégrer le nouvel employé. Aussi, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un parrain, une marraine sur qui on peut se reposer. Donc, c'est d'identifier, bien évidemment, cette personne clé-là, d'identifier et de clarifier son rôle et aussi de s'assurer que cette personne-là, donc le parrain ou la marraine, puisse faire un suivi quotidien avec le nouvel employé. Donc, qu'il puisse prendre le pouls. Oui, le gestionnaire ne sera jamais très loin, mais parfois, quand on a un collègue, on se sent plus à l'aise d'échanger sur certains points avec lesquels on est peut-être moins à l'aise avec notre supérieur. Donc, ça vaut vraiment la peine et cette personne-là peut vraiment avoir un rôle clé important, surtout en mode télétravail dans lequel on est présentement. Alors, on va parler un petit peu plus loin des suivis, mais c'est sûr que dépendamment du niveau de poste, si c'est une personne qui a des tâches peut-être plus cléricales, peut-être plus techniques, ben, peut-être que le gestionnaire aussi va devoir faire un point à tous les jours pour aligner la personne. Maintenant, si on fait face à un professionnel qu'on intègre, ben, on va peut-être pouvoir distancer puis donner un petit peu plus de place justement aux collègues et aux échanges de la part du parrain ou de la marraine durant la première semaine. C'est sûr qu'à la fin de la rencontre, notre gestionnaire va faire sa rencontre. À la fin, bien important de planifier les prochaines rencontres. Donc, on le faisait déjà avant avec Outlook, etc. Mais là, on peut le faire aussi avec des outils de planification, comme on disait. Et vraiment, il faut prendre le temps de bien céduler. Ça fait partie du parcours. Et puis, comme on disait, les outils Trello, Asana, ben, ça va permettre finalement de venir fine-tuner, par exemple, on parlait au niveau des besoins de formation de l'individu, ben, peut-être qu'on va rajouter certains éléments, etc. Donc, ça permet de faire un tour avec l'individu pour bien l'accompagner. Alors, dans la formation de base, à ne pas oublier au début également, on le disait, vu qu'on est à distance, beaucoup de choses passent par la technologie, l'accès à l'information. Donc, ça doit vraiment faire partie des formations dès les premiers jours. Si vous avez un système de relations clients, le réseau de l'entreprise, ne prenez pas pour acquis que l'individu est familier avec ces outils-là. Obligez-le à refaire un tour. Sa performance future va vraiment être tributaire de la maîtrise de ces outils-là. Donc, très important. C'est son point d'attache avec l'organisation, finalement. Donc, si le point d'attache est faible, tout le reste du processus risque de l'être également. Et c'est pas parce que l'individu a déjà utilisé ces outils de par le passé que votre organisation les utilise non plus de la même façon. Donc, il faut pas prendre pour acquis que parce qu'un individu dit oui, j'ai déjà travaillé sur cet outil-là, je le connais bien, que c'est exactement dans la même façon que votre organisation l'utilise. J'aime toujours faire le parallèle avec un nouvel employé de chez Burger King qui a travaillé auparavant chez McDo. Même si on fait des hamburgers chez McDo et chez Burger King, les façons de faire sont pas les mêmes, les outils ne sont pas les mêmes non plus. Donc, ne prenez pas pour acquis, faites quand même un tour d'horizon avec l'employé et pour s'assurer finalement que le tout est utilisé de la même façon que votre organisation le fait. On vous a dit qu'on reviendrait sur les suivis. Alors, les suivis, on va le regarder, on va en faire à différentes périodes, on va les prendre un par un. Le jour J, puis on a marqué durant la première semaine. C'est sûr que du fait du contexte de distance, on risque d'avoir des suivis beaucoup plus fréquents. Donc, comme je disais tantôt, le gestionnaire peut-être de manière quotidienne, la première semaine au moins, puis distancé par la suite, dépendamment du poste, bien entendu. L'objectif, c'est s'assurer que l'individu a pris ses repères, que
il voit bien, dans le fond, où trouver l'information, etc. Puis s'il y a des questions par rapport à son travail, bien entendu. Fin de la première semaine? Fin de la première semaine, un rendez-vous informel, tout simplement un appel. Habituellement, ça va être le supérieur immédiat qui va faire cet appel-là. Donc, le but, c'est vraiment de voir, bien, est-ce qu'on a des nouvelles questions qui sont ressorties par rapport aux tâches, par rapport aux responsabilités, puisque l'employé a commencé quand même à toucher de près ou de loin à certains éléments ou à certains projets. De recevoir aussi des rétroactions quant au travail puis à son environnement de travail. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il lui manque quelque chose? Revalider aussi avec lui la compréhension des attentes et des besoins de formation. Ça se pourrait que vous aviez identifié certains éléments, mais qu'il y ait un réajustement nécessaire ou de l'addition de nouvelles formations à mettre dans son rallye digital. Puis aussi d'avoir une première interaction pour voir en mode constructif comment se passe la première semaine. Est-ce qu'il y a des enjeux qui sont apparus? Est-ce qu'il y a des ajustements qui devraient être ajustés également au niveau de la performance? On vous a mis quelques questions ici informelles. Quand on disait d'avoir une approche par téléphone informelle, ben comment ça va? Est-ce que tu as aimé ta formation? Est-ce que tu as tous les outils? Donc, on vous invite, comme on le dit, à vraiment l'inscrire dans une discussion, un dialogue qui peut être très relax, qui peut être avant le 4 à 5 que vous allez faire par la suite. Hein? Mettons à 3 heures, puis de 3 à 4, vous faites cet échange-là, ou 3 et demi à 4, et ensuite vous continuez avec l'échange informel social avec le reste de l'équipe. Après les 30 jours, ben là, c'est peut-être un rendez-vous un petit peu plus formel. Hein? Donc, ça fait quand même 30 jours que l'employé est là. Souvent, ça va être les RH et moi, j'aime bien le « et » supérieur immédiat, pas le « ou » nécessairement. Je pense qu'il y a une portion que l'individu se sent plus à l'aise de discuter avec les ressources humaines. Il y a une portion qui va être peut-être un peu plus à l'aise de discuter avec son supérieur immédiat. Le but de ça, c'est vraiment de s'assurer que l'employé a vraiment reçu une bonne partie de la formation nécessaire pour sa performance et lui permettre d'évoluer dans ses tâches. De s'assurer aussi que d'avoir des rétroactions par rapport à son environnement de travail, par rapport à ce qui lui manque et aussi par rapport à sa performance. Un des outils, moi, que j'aime beaucoup utiliser dans le 30 jours, c'est le rapport d'étonnement. Le rapport d'étonnement, c'est un rapport qui est beaucoup utilisé par nos collègues français qui permet ou qui questionne le nouvel employé sur qu'est-ce qui l'a surpris. Donc, avant que le nouvel employé devienne complètement contaminé par votre organisation, au sens positif du au terme, sens positif du terme, c'est le bon moment de lui poser la question. Quand tu as commencé à travailler avec nous dans nos méthodes de travail, avec nos produits, nos services, peu importe qu'est-ce que c'est, mais qui touche l'organisation, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné, mais de façon positive? Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné de façon négative? Parce que très souvent, ces gens-là ont travaillé de façon différente ailleurs et peuvent nous permettre d'améliorer certains points qu'ils perçoivent, eux, comme étant des lacunes. Et ça permet ainsi à toute l'organisation, ou du moins à l'équipe, de s'améliorer. Donc, c'est vraiment un bel outil. Ça peut permettre aussi d'ajuster des mauvaises perceptions. L'individu va avoir des perceptions erronées parce qu'il a entendu quelqu'un parler ou lors d'une réunion d'équipe virtuelle, etc. Et donc, on va pouvoir réajuster puis dire, ben non, c'est pas exactement ça qu'on voulait dire et donc renforcer l'attachement de l'individu. C'est sûr que le 90 jours, bon, on dit 90 jours, 60 jours dans certains cas, un petit peu plus dans d'autres, c'est la fin de la lune de miel. Peut-être la période de probation aussi, elle est peut-être un peu plus loin, etc. Donc, encore une fois, une rencontre formelle, très, très, très important. Et moi, j'en profiterai aussi à ce moment-là pour faire vraiment une évaluation de l'accueil-intégration. Donc, de manière plus formelle, faire compléter un questionnaire à l'individu, lui demander comment ça s'est passé à date, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé, avec deux objectifs, encore une fois, de venir corriger la situation. Si l'individu a une formation qui ne l'a pas beaucoup aidé, qui a besoin de plus de formation, on est capable de réagir et on est capable de s'améliorer aussi s'il y a des choses qu'on a mal fait. Donc, très important. Je vous ai mis ici forme, je n'importe quel, finalement, logiciel de sondage, ça peut permettre de faire ça. Et bien sûr, le fameux 1 an où on va célébrer, finalement, l'entrée en fonction de l'individu. On va avoir des petits outils de reconnaissance un peu plus loin qui peuvent être d'excellents outils pour faire ça. Le dernier point, non le moindre, la formation et l'entraînement à la tâche. C'est important de repenser la formation. Très souvent, quand on rencontre nos gestionnaires, ils nous disent ben c'est d'être en salle de formation, qui est le mode classique de formation. Salle virtuelle aujourd'hui. Ou salle virtuelle aujourd'hui. Il y a aussi des méthodes autodidactes qui peuvent permettre à l'individu donc de s'améliorer, de développer de nouvelles compétences. Le gestionnaire, ce qu'il doit faire tout simplement, c'est de libérer du temps pour que l'individu puisse se consacrer finalement au
développement de ces compétences-là. Donc, ça peut être via des capsules de micro-formation, ça peut être des tutoriels qu'on va retrouver sur le web. Ça peut être différentes lectures aussi qui peuvent être tout à fait pertinentes pour l'individu. On peut avoir aussi des formations par les pairs, hein, on le mentionnait tout à l'heure avec le rallye digital. Il y a peut-être certains individus dans l'équipe qui sont très forts dans l'utilisation des outils de l'équipe qui peuvent venir aider justement ou former la nouvelle personne. Ou ça peut être du job shadowing aussi, si on a une tâche en particulier qu'on doit L'individu peut écouter réaliser. des appels, par exemple, si on a un vendeur plus expérimenté qui fait des appels, l'autre individu peut écouter. Hein, ça se fait très bien à distance, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui est transférable dans un contexte de gestion à distance. Et le mentorat, qui reste toujours aussi un incontournable et qui peut permettre aussi à l'individu d'être formé et de se sentir plus à l'aise au sein de l'équipe. Alors, finalement, intégration sociale, on en a beaucoup parlé. Elle est vraiment fondamentale, puis on revient beaucoup dessus parce que ça va faire une très grande différence dans l'appréciation que l'individu va avoir de l'organisation et puis dans la vitesse à laquelle il va s'intégrer à l'organisation. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Bien sûr, on veut briser l'isolement, on veut favoriser l'entraide, la collaboration. Peut-être que s'il y a des gènes, comme on dit au début, de briser ces gènes-là, que l'individu soit confortable d'aller solliciter ses collègues. Dynamiser l'équipe, mobiliser l'équipe. Un des grands dangers à distance comme ça, c'est que les gens travaillent en silo. Si vous aviez déjà un peu une culture de silo, ça va être amplifié par le travail à distance. Donc, pour un individu qui est nouveau dans l'équipe, c'est vraiment infernal. Il faut briser ces silos-là. On peut créer des diades de travail, par exemple. Mais toutes les activités d'intégration sociale vont dynamiser, mobiliser l'équipe. Ça peut être très intéressant. Puis faire ressortir les compétences sociales des membres de l'équipe. On veut vraiment que les individus, encore une fois, s'entraident à travers les différentes compétences qu'ils ont. Émilie a parlé des jeux d'intégration. Je vais revenir très rapidement dessus, mais ça peut être des jeux où on pose des questions, puis on va vous montrer une version même automatisée qui existe pour Teams ou pour Slack. Donc, tout ce que ça fait, c'est que ça va générer des questions, les gens répondent, on doit deviner c'est qui, etc. Tous des beaux outils. Je vais en parler plus quand on va voir le... Oui, c'est ça, je l'aime bien. Donc, Eitaco, très intéressant pour stimuler la reconnaissance au sein de l'équipe. Puis c'est sûr que quand on débute comme ça, l'individu a besoin d'être aligné, il a besoin d'être encouragé. Alors, voyez-vous, Eitaco, c'est un petit outil qui est très simple dans le fond. Ce que ça va faire, c'est que chaque individu, à tous les jours, va recevoir des tacos. Donc, c'est un petit emoji en forme de taco qui se mange. L'individu en a 5 par jour et à tous les jours, il peut les distribuer s'il y a des gens qui lui donnent un coup de pouce. Donc, c'est ludique. Ça ne marche peut-être pas dans tous les milieux, on s'entend. Dans les milieux technologiques informatiques, ça marche très, très bien. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit code à taper. Ça va envoyer le taco, dans le fond, à la personne qui nous a aidés. On le remercie. Et le gestionnaire voit circuler ces éléments-là. Il y a un tableau de bord où il voit tout. Donc, ça, c'est des petites applications qui sont déjà connectables à Teams ou encore à Slack. L'autre que j'aime beaucoup, quand on parlait des questions, Icebreaker, ça le fait tout seul, donc ça génère des questions automatiquement et puis les gens vont répondre et on doit deviner, etc. L'autre que j'aime beaucoup, c'est Donut. Donut qui marchait déjà au préalable en présentiel, mais qui est encore plus pertinent en contexte à distance. Donc, ce que ça fait, c'est que si vous avez le goût d'échanger avec un collègue dans l'organisation, vous mettez disponible, donc il y a un code à taper sur le mur de nouvelles, Donuts, puis votre nom. Et ce que ça fait, ça vous met dans une espèce de grand panier, puis ça sort les personnes 2 par 2, et ça sédule finalement des rencontres. Donc, ça dit, aujourd'hui, on vous a prévu 10 minutes ensemble à dialoguer, mettons vers 10h30. Et donc, en bon français, ça matche les gens entre eux pour leur donner l'occasion de se présenter. Donc, de manière ludique et informelle, les gens vont dire « Ah, bonjour, tu fais quoi? Moi, je fais ça, etc. » Donc, ça vient compléter tout notre processus d'intégration en créant des interactions qui vont être des interactions un peu plus ludiques. Ben voilà, ça fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter. Et 28, on est dans les temps. On est dans les temps. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Donc, Véronique... Je suis de retour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. J'étais tout proche. Je rêvais de tacos et je vous écoutais. De donuts et de tacos. Ah oui, un repas complet. J'ai posé la question dans le chat à savoir si on avait des questions pour les participants, mais à date, ça a l'air tranquille. Des partages d'expérience, des éléments qui ajouteraient, bien entendu.
Oui, puis du même coup, je vois, dans le fond, on a les coordonnées pour vous contacter si jamais il y a des questions Et qui arrivent après. en tout temps, si jamais, quand vous allez recevoir la présentation, vous vous souvenez d'un élément qu'on a mentionné qui n'est pas dans la présentation, vous avez une question pour nous, n'hésitez surtout pas, on est disponible sur LinkedIn. Je réponds plus rapidement que Didier, je vous le dis, mais vous pouvez nous rejoindre aussi par courriel là, sans aucun problème. Ça va vraiment nous faire plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, ben merci. Quelqu'un mentionne bonne présentation. Merci, Merci beaucoup, Micheline. Mme Delec. Et puis, dans le fond, on va continuer avec les webinaires. Ça fonctionne bien. Puis, on avait discuté de d'autres sujets. Donc, restez aussi à l'affût pour d'autres contenus à venir. On va se recroiser. Ben oui, virtuellement ou en personne, mais je vois qu'il n'y a pas de questions. C'était clair? Bon, ben fantastique. Alors, Véronique, on te fait parvenir tout de suite la présentation. Oui, merci beaucoup pour tout. Pour l'ensemble des participants, ben, merci beaucoup pour votre attention et au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire. Parfait. Donc, on se reparle. Je vais cliquer sur End. Ça va tout mettre fin. Donc, dernier avertissement. Au revoir. Bon après-midi. À la prochaine.